Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Hamaguchi, vous le connaissez peut-être, en tout cas il s'est rendu célèbre il y a quelque temps avec l'un de ses films précédents, son film précédent qui s'appelait Drive My Car, qui a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger il y a 2 ans, je crois. Ce qui a été un coup de projecteur assez stupéfiant sur ce jeune réalisateur, je dis jeune relativement, parce que ça fait bien longtemps qu'il n'est plus un débutant. Il a œuvré pendant 10 ans dans l'indépendance, avec un cinéma autofinancé en quelque sorte, ou alors avec de tout petits moyens, ce qui fait que ces films n'avaient pas percé jusque dans les festivals internationaux et jusqu'à chez nous. Et on a pris connaissance de son existence avec un film Fleuve qui s'était fait remarquer à Locarno en 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement, qui est sorti en France en 3 parties sous le titre de Senses. Qui s'appelle en fait Happy Hour, et qui était un film assez stupéfiant qui observait comme ça plusieurs femmes de la ville de Kobe sur la crête de la quarantaine, et qui s'interrogeaient ça marche toujours. Qui s'interrogeaient sur leur avenir, sur le cours à donner à leur vie, et qui était un film qui révélait un cinéaste avec une stupéfiante capacité à mener des conversations par le dialogue, par la parole, qui est très forte chez lui, à creuser comme ça les complexes et les difficultés d'un être au monde assez typiquement japonais. La parole chez Hamaguchi, c'est quelque chose qui soulève beaucoup de choses, qui crée des situations étonnantes. C'est quelqu'un qui a été l'élève de Kiyoshi Kurosawa à l'université, à l'école de cinéma, et surtout qui est très inspiré du cinéma de Cassavetes, comme il le reconnaît lui-même, John Cassavetes. Donc voilà, des scènes dialoguées qui plongent comme ça dans le corps de la parole. Pour ceux qui avaient vu Drive My Car, par exemple, il y a souvent, c'était l'histoire d'un metteur en scène qui, à Hiroshima, monte Oncle Vania de Tchekhov avec un casting polyglotte, gens qui parlent différentes langues, etc., et même une actrice sourde et muette qui signe son texte sur scène. C'est un film assez ample et absolument passionnant, là encore, à la fois sur le deuil, car Hamaguchi est un cinéaste post-Fukushima qui intègre dans son cinéma ce qui s'est brisé dans la société japonaise, et pour qui la parole est une façon de réparer quelque chose, de chercher le meilleur et de vaincre pas mal de problèmes sociaux, pas mal de problèmes psychosociaux qui s'emparent de ces personnages. Donc voilà, c'est sans doute le jeune cinéaste le plus intéressant, un vrai pouce qui est apparu dernièrement sur la scène internationale après la génération des années 80-90. On avait traversé un creux, et le cinéma japonais a été représenté par quelques grandes figures. On avait vu ici un film de Koreeda. Il y a Naomi Kawase qui représente beaucoup le cinéma japonais à l'étranger. Mais Hamaguchi a apporté une nouvelle voix. Une voix étonnante, une façon comme ça de plonger dans les scènes, de déployer des univers de fiction à la fois très simples et en même temps qui couche après couche se révèlent toujours plus complexes. Et cinéaste aussi très influencé par d'autres collègues français. On peut citer Rohmer peut-être, puisque un des films qui était sorti aussi, Contes du hasard et autres fantaisies, était typiquement construit
en hommage au film d'Éric Rohmer, donc un cinéma nouvelle vague, lui aussi très axé sur la parole. Mais Hamaguchi est en fait un réalisateur complexe, assez cinéphile, qui intègre beaucoup d'influences dans son cinéma. Alors, le film qu'on va voir là maintenant est assez particulier. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les films d'Hamaguchi n'ont cessé à partir de Sense6 d'être représentés sur la scène internationale. Asako 1 et 2 étaient en compétition au Festival de Cannes. Je vous ai parlé de l'Oscar pour Drive My Car, qui lui aussi était à Cannes. Et celui-ci a reçu, je crois, un prix, voilà, le Lion d'Argent, au dernier Festival de Venise. Le contexte du film, c'est assez particulier parce que on se dit qu'après son Oscar, Hamaguchi avait accès à tous les projets possibles, avait une liberté sans doute plus grande, lui qui a traversé une décennie comme ça de vache maigre avec ses autoproductions, ses documentaires sur Fukushima, etc. Voilà, où il peinait à émerger. Et avec ce film, il confirme sa singularité. Puisque le point de départ, c'est une commande d'une compositrice, Eiko Ishibashi, qui avait composé la musique de Drive My Car et qui cherchait, comme beaucoup de musiciens en tournée, à faire des vidéos pour ses concerts. Et comme elle avait travaillé avec Hamaguchi, elle s'est adressée à lui. Elle a dit: viens dans ma ville, la ville où j'habite, qui est une petite commune à 2 heures de Tokyo. Et voilà, elle lui avait commandé des images. Et Hamaguchi était parti sur une des idées plutôt abstraites au départ. Elle lui a dit: mais non, il faut que tu fasses comme d'habitude, c'est-à-dire que à partir de ces lieux où je compose, tu inventes une histoire, tu écrives des personnages, tu crées des situations. Et ce qui au départ ne devait être qu'une vidéo de concert est devenu un film où la musique joue un rôle extrêmement important, primordial. C'est un film qui intègre des questions écologiques, puisque vous allez voir qu'il est question de citadins qui essayent d'implanter un nouveau business dans une petite ville, et puis de la réaction des habitants sur place. Je ne vous en dis pas plus. Mais évidemment, des enjeux écologiques, politiques, vont se nouer à la situation des habitants. Je vous le dis tout de suite, sans rien dévoiler de l'intrigue du film. Tout est construit sur un mystère, une énigme. Et plus on s'approche de la fin, plus le film est étonnant, insaisissable, et il y a quelque chose à la fin qui nous laisse tout à fait stupéfaits, irrésolus. Et donc il ne faut pas s'attendre à un film qui résout toutes les questions, mais qui en pose de plus en plus au fur et à mesure où il se développe. Et voilà, il y a au cœur de ce film, il faut être très attentif parce que plein d'indices sont disséminés, mais il y a un mystère qui reste très fort et très puissant, on aura l'occasion d'en parler, mais qui agite plein de questions de notre monde et de nos sociétés contemporaines. Voilà, j'en ai dit assez, je pense, peut-être trop, mais en tout cas, voilà, comme d'habitude, on se retrouve à la fin pour une petite lecture du film que je vais vous proposer, puis un échange où on pourra bien sûr tous en parler et échanger des impressions. Je vous souhaite une bonne projection et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, bon film. Je vous avais prévenu qu'il est assez énigmatique, surtout la fin, à vrai dire. Hein. Et je vais être tout de suite décevant. Je vais pas du tout vous proposer une interprétation de la fin ou fixer un récit tel que moi je l'imagine, parce que je pense que Hamaguchi est un cinéaste très consciencieux, qui est arrivé, qui a pas mal d'années de pratique derrière lui, et je pense que cette fin il l'a voulu comme telle, c'est-à-dire pas vraiment explicative, suspendue, sans qu'on puisse précisément lui donner un sens particulier, même si elle réunit plein d'éléments qui ont été disséminés de part et d'autre du film. Peut-être aussi que cette façon de conclure, plus encore que
une façon de botter en touche où on pourrait se dire il ne sait pas exactement comment terminer son film, donc ça devient tout à coup assez flou. Je pense qu'il l'a souhaité comme ça, dans le sens où ça fait peut-être aussi partie de sa conception du cinéma, qu'un film ne devrait pas être conclusif ou explicatif. Il ne devrait pas fixer la compréhension du spectateur, mais ouvrir un certain nombre de pistes, ouvrir un certain nombre de questions, et laisser finalement le spectateur libre face aux images, de pouvoir les réagencer comme il l'entend et d'avoir une place au milieu de ce qui s'est joué. Et je crois que ça fait très fortement partie de sa conception du cinéma, que le cinéma majoritaire, dominant, on va dire, essaye de nous imposer un sens bien précis, une grille de lecture, une direction et des choses à comprendre d'une façon généralement univoque, et que ici, justement, la fin réinvestit le spectateur dans le processus du film, c'est-à-dire qu'elle suppose un spectateur qui va conclure le film lui-même, en fait, à la place du film. Et je pense que c'est le cas parce que y a plein de moments où le film est extrêmement précis. C'est vraiment la toute dernière scène qui tout à coup ouvre le spectre comme ça d'une façon qui nous affole un peu, et c'est bien normal. Mais il y a plein de moments, la scène de la réunion publique d'information avec l'entreprise qui veut installer un site de camping, le retour en voiture entre les deux Tokyoïtes qui reviennent au village, même des gestes qui sont tout à fait décliné, comme celui d'aller recueillir de l'eau à la source. Je veux dire, tout est clair comme de l'eau de roche, si je puis utiliser cette image. Donc voilà, il y a vraiment une bascule de registre à la fin, et je me risquerai pas à donner une interprétation définitive, parce que je pense qu'il n'y en a pas, en fait, et que tout cela est contenu même dès le début du film, et c'est même le titre presque du film qui est qui semble nous emmener du côté d'une fable un peu avec des questions métaphysiques comme ça, très vastes. Le film s'appelle Le mal n'existe pas, mais quand on regarde la façon dont le titre s'affiche au début, il y a dès le départ une ambiguïté fondamentale dans ce qui nous est proposé, dans le sens où le titre s'affiche sur ce premier plan, le plan inaugural, qui était un travelling en contre-plongée sur les frondaisons hivernales, la cime des arbres de la forêt, qui est caressée comme ça au rythme de la musique du quatuor à cordes qui monte progressivement. Et le titre s'affiche de deux couleurs, en bleu et rouge. Mais qu'est-ce qu'on lit en bleu d'abord ? Evil does exist. Ça veut dire le mal existe bel et bien. Et puis ensuite, le note s'affiche en rouge, qui vient modifier complètement le sens du titre. C'est-à-dire le mal n'existe pas. Mais on est dans la bascule entre les deux, et on voit bien que c'est un peu par là que nous amène le film, dans le sens où ça aurait pu être un film très manichéen, très binaire. On en a vu pas mal sur cette question des rapports, de la confrontation entre les ruraux et les urbains, les citadins qui débarquent à la campagne pour placer une installation comme ça qui va dérégler l'écosystème, et puis la lutte des villageois pour conserver leur écosystème et que les choses ne soient pas saccagées par ce genre de projet un peu invasif, on va dire. Voilà, ça aurait pu donner les gentils villageois contre les méchants citadins, le bien contre le mal, et puis à la fin, le petit village l'emporte, le projet. On voit bien à quel point le film aurait pu verser très facilement dans le manichéisme. Mais il est justement dans quelque chose de beaucoup plus ambigu, beaucoup plus flottant, et finalement dans un renversement perpétuel des positions de chacun.
hein, il va travailler les positions relatives, justement. Hein, et ça, c'est tout à fait saisissant. D'ailleurs, le film est construit, structuré autour d'un basculement qui est un changement de point de vue, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on commence du côté des villageois, et notamment de cet homme à tout faire qu'on appelle Takumi, qui est un homme plutôt taiseux. On ne sait pas grand-chose de son passé, à part ce qu'il en dira lui-même lors de la réunion publique, ou des indices qui sont là aussi disséminés dans sa maison, qui nous apprennent voilà, des choses. Hein. Là encore, qui ne sont pas soulignés et appuyés par le discours du film, mais simplement caressés par la mise en scène, effleurés même presque. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des photos à un moment qu'on aperçoit chez Takumi qui nous montrent sa petite fille, il y avait une femme à un moment. Voilà. Donc, où est-elle? Qu'est-elle devenue? Bon, voilà. Tout ça, le film le laisse en suspens, mais on imagine bien, encore une fois, nous, spectateurs, sommes amenés dans cette position de grande liberté qui est de retracer un peu le fil de l'histoire, sans que le film nous l'impose. Alors, je ne sais plus ce que je disais, mais voilà, donc Takumi, oui, bon, je me suis un peu égaré. Oui, il y a un basculement, merci beaucoup, c'est gentil. Il y a un basculement de point de vue, voilà, donc on est d'abord du côté des villageois, et puis ensuite, on passe du côté des citadins, des Tokyoïtes, les gens de cette entreprise qui... voilà, et même un saut hein, qui est fait dans la ville de Tokyo, une scène comme ça de rendez-vous en visioconférence avec le patron de la boîte. Et voilà, il y a vraiment un saut, une bascule de point de vue qui est organisée par le film, qui structure un peu justement ce qui aurait pu être binaire, quoi, hein, voilà, qui rebat les cartes de plein de façons. Mais pour en revenir un peu au début, puisque je disais que la fin était assez frappante, très énigmatique, déconcertante même. Hein. On peut être tout à fait désemparé, on peut être même énervé de ce que le film semble refuser de conclure. Mais je trouve que le début est tout aussi déroutant, à vrai dire. C'est vraiment que le centre du film, un large centre qui soit vraiment narratif au sens plutôt traditionnel du terme, mais le début est assez déconcertant aussi. Bon, ben là, on parlait de ce plan inaugural qui très longuement défile sous la cime des arbres. Je vous avais dit que le film était né d'un projet musical, en fait, de la compositrice Eiko Ishibashi, qui est une figure de la scène musicale indépendante japonaise, avec une certaine renommée à l'international, parce qu'elle travaille notamment avec un des papes de l'underground américain qui s'appelle Jim O'Rourke, qui a travaillé avec des groupes comme Sonic Youth, Gastr del Sol, etc., qui est réinstallé au Japon, mais qui est une figure assez fameuse. Et ils travaillent tous les deux, c'est sa compagne, etc. Et donc, voilà, ce projet musical au départ. Et c'est très frappant de voir comment ce premier plan est d'abord d'une plasticité assez étonnante, mais surtout à quel point l'arborescence, c'est-à-dire le réseau des branches qui s'entrecroisent, etc., fait penser presque... Enfin, il y a une dimension musicale à l'image. C'est presque penser à une partition. Hein, et tout à coup, le côté progressif de la musique qui s'ouvre, qui se répand, etc., en plusieurs couches. C'est une musique assez sérielle, d'ailleurs, hein, où une boucle se déploie comme ça. Eh bien, ça résonne beaucoup à l'image. Il y a avec les entrecroisements des branches, qui dessinent presque une partition. Et puis, les premières scènes, bon, il y a quand même un gros bloc très silencieux au début. Hein, on tourne autour de Takumi, voilà, qui coupe du bois, qui va chercher de l'eau. On voit aussi sa fille Hana qui a l'habitude chaque jour après l'école de se promener dans les bois parce que son père tarde à venir la chercher, il l'oublie en général. Donc voilà, ça aussi c'est une forme d'ambiguïté qui va s'attacher au personnage. Ça aurait pu être le bon père villageois, campagnard, très attaché à sa fille, d'autant plus qu'on devine qu'il y a un deuil dans la famille, mais non, tous les jours il l'oublie.
Voilà, donc déjà, il est plus exactement ce personnage de rural idéal qu'il aurait pu être. Mais ouais, une façon de s'attarder sur les plans au début, une lenteur hein, dans les premiers plans, ça dure, coupe le bois, on voit ranger le bois, fumer une cigarette, etc. On est sur un mode très descriptif, très observatif. Le but n'est pas de faire avancer rapidement le récit, mais moi c'est là où je trouve que le film est fort, c'est très cohérent avec son discours, parce qu'on a affaire à une fable écologique. Hein, en fait, c'est pas très compliqué à saisir. C'est l'idée de lieu qui s'installe dès le début, et c'est un début qui aurait pu être plus rapide, plus dynamique, mais qui aurait pu très facilement aussi, en voulant viser une forme d'efficacité, ne considérer ce lieu que comme un décor, une toile de fond, etc. Or, ce que fait Hamaguchi au tout début du film, en prenant son temps, en s'installant dans un rythme très descriptif comme ça, c'est simplement faire entrer le lieu dans le cadre. C'est pas simplement avoir un discours proclamé comme ça, des vues écologiques, mais avoir une conception écologique du cinéma, c'est-à-dire s'imprégner du lieu, le faire sentir, en faire sentir la buée quand on respire, la neige qu'on froisse du pied, l'air qui circule, hein, la température, le climat, faire sentir l'espace, les cours d'eau, l'espèce de lac gelé qui a une partie liquide comme ça, qui trace une espèce de cercle. C'est vraiment imprégner les lieux de manière très forte, et ce dès le début, par cette respiration profonde que le film épouse. Hein, et vraiment une façon comme ça si on ne va pas faire semblant de dresser une fable écologique qui ne serait que du discours, mais on va physiquement, concrètement, très matériellement s'ancrer, s'arrimer à ce lieu. Donc ça, je pense que c'est en partie ce qui fait dans les premiers instants du film. Voilà. Ensuite, parce qu'il doit nous faire comprendre à quel point cette communauté villageoise est installée dans un écosystème, et que y a un restaurant, mais le restaurant dépend de l'eau de source, parce qu'on fait des soupes avec l'eau de source, elle ne doit pas être contaminée. Voilà, il y a tout un réseau qui s'installe, et surtout dès les premières scènes, il y a un mode de vie qui se dessine de manière très posée, très mesurée, mais qui est une façon de prêter attention à l'environnement. Prêter attention à l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, sur le chemin, on repère une herbe, du wasabi, voilà, c'est une sorte, on fait attention à ce que la nature nous présente, et cette herbe, elle va pouvoir être réinvestie ensuite dans les recettes du restaurant, etc. On cueille le wasabi, on le goûte. Plus tard, juste après, quand Takumi retrouve sa fille, il y a un long travelling à travers les bois, hein, où il la retrouve, il la prend sur ses épaules, etc., où le père et la fille jouent à reconnaître les arbres. Hein, reconnaître les arbres, les nommer, pouvoir dire ce que c'est, quelles sont les plantes, etc. Les traces du cerf, à la fois les traces de sabots dans la neige, mais aussi cette plante, cet arbuste qu'il a croqué. On repère la trace de ses dents, de sa mâchoire. Voilà, enfin tout. Il y a la plume de faisan qu'on ramasse. Voilà, l'environnement n'est pas marqué d'un coefficient positif ou quelque chose d'un peu neuneux, comme on peut voir très souvent dans les fictions qui veulent chanter la nature. Voilà, mais c'est plutôt, ce sont des traces, ce sont des signes qu'il faut comprendre, dans lesquels on vit. C'est un rythme, une respiration et des usages. Voilà, la nature dessine des usages. Et la petite communauté en circuit court est parfaitement intégrée en connaissance et en harmonie. En harmonie, c'est déjà
un terme un peu de jugement, mais qui, voilà, elle est en phase avec tous ces usages, avec les signes que la nature lui renvoie. Et en plus, c'est intéressant parce que y a un moment dans la grande scène, qui est un peu la scène centrale de la réunion publique, il sera dit que c'est pas vraiment une communauté vernaculaire, c'est-à-dire ou autochtone, qui serait voilà, qui aurait jailli des lieux mêmes de manière ancestrale et tout, mais on nous rappelle bien que c'était une région qui a été aménagée après la guerre, dans laquelle on a envoyé des pionniers, et que tout le monde qui est ici est un étranger, mais un étranger amené à se fondre, voilà, à épouser le grand texte de la nature, voilà, et la façon dont elle fonctionne et ses spécificités locales surtout, hein, parce que c'est aussi cela que va amener la confrontation avec les gens de l'entreprise, les gens de la start-up. C'est qu'il y a deux conceptions de la nature qui vont s'affronter. La première, celle des villageois, celle des gens qui y vivent, et la deuxième, c'est celle des citadins qui veulent l'exploiter. Voilà, l'exploiter, lui faire rendre des dividendes, placer sur elle une installation qui va générer du profit, mais en parfaite méconnaissance de cause, c'est-à-dire en ne comprenant absolument pas comment elle fonctionne. Hein, et plusieurs fois, le film va nous rappeler à quel point ceux qui débarquent là pour cette réunion, qui est la grande scène du film, où là on retrouve le Hamaguchi de la parole, hein, c'est-à-dire pour ceux qui avaient pu voir Drive My Car ou Les Contes du hasard ou même Senses, c'est-à-dire un cinéaste qui aime bien installer de longues scènes de dialogue où on va aller fouiller au fond d'un problème. Et là, on est dans un dispositif d'agora public, c'est très politique, hein, ce qui s'échange à ce niveau-là. On est à un niveau local, à une échelle restreinte, mais c'est la communauté qui défend ses intérêts, qui ramène comme ça un espèce de discours lénifiant, un discours d'entreprise, publicitaire, comme ça, qui s'affiche avec un grand sourire, et qui le ramène à des réalités concrètes. Donc il y a une vraie friction politique qui se passe au moment de cette scène, que je trouve très belle, très forte, et très juste politiquement. Dans le sens, voilà, on l'a dit, c'est vraiment deux visions de la nature qui s'affrontent. D'ailleurs, c'est très amusant parce que au moment de cette réunion, il commence par passer un petit film, voilà, qui vante les vertus de ce camping à la mode. Voilà, on va recevoir des citadins stressés qui viennent se ressourcer à la campagne. Enfin bon, une espèce de tableau idyllique avec justement les images que ne fait pas Hamaguchi. C'est-à-dire ces espèces de plans au drone, qui survolent, qui surplombent la nature comme ça, de manière très technique, très désincarnée, carrément un spot publicitaire, quoi. Et on voit là, à ce moment-là à quel point le film est le contraire de ça. Il produit des images de la nature qui sont justement d'un point de vue complètement opposé. C'est intéressant, c'est plutôt par la durée, par des blocs comme ça, des cadres assez larges, des façons de découper des parcelles de nature, voilà, qu'il arrive à faire rentrer dans son cadre, les caresser par des travelling assez lents, que Hamaguchi lui rend hommage en faisant en sorte que son spectateur ait une notion très physique des lieux, et les ressente, hein, même par les sonorités, etc. Il y a quelque chose de très matériel, de très tactile, de très concret. Et ce spot publicitaire est très vague et très comme on les connaît, etc. D'ailleurs, il apparaît assez vite que cette réunion est une sorte d'enfumage, un procédé d'enfumage pour faire accepter le projet, alors que très vite sont soulevés tous les problèmes, et il n'y a que des problèmes de la part de ces citadins. Très intéressant aussi la façon dont le film brocarde comme ça l'esprit start-up. Il y a une forme de satire, hein, là-dedans qui est assez évidente, dans le sens où c'est pas du tout des experts du camping ou une entreprise de vacances ou de voyage qui s'occupe de ça. C'est une agence d'acteurs. Ah ouais, ça c'est le capitalisme 2.0, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas du tout besoin de maîtriser un domaine d'activité pour le faire. L'agence se lance là-dedans parce qu'il y a des subventions Covid
qu'il faut toucher, hein. Donc voilà, peu importe qui maîtrise quoi. D'ailleurs, les 2 émissaires qui seront envoyés dans le petit village de Hamasawa, comme il est appelé, je crois, dans la préfecture de je ne sais plus quoi, à 2 heures en voiture de Tokyo, je me suis renseigné, donc c'est pas très loin de la ville. Eux-mêmes ne maîtrisent pas leur sujet. Celui qui s'appelle Takahashi était agent d'acteur. Ils sont envoyés là-dedans comme au casse-pipe. Ils ont des directives pour enfumer un peu tout le monde et pour essayer d'emporter le morceau. Et quand ils voient que ça résiste et qu'il y a du répondant en face, la réaction du patron, qui n'est pas physiquement présent avec eux, mais qui leur parle par visioconférence, parce que c'est ça aussi le visage du capitalisme contemporain. C'est voilà, tout est éparpillé, tout se fait par communication numérique, etc. Il y a une déréalisation des contacts qui est en jeu. Sa réaction, ce sera de dire puisqu'ils veulent pas, on va essayer de les corrompre. Tiens, vous allez, voilà. Bon, alors ça c'est l'état d'esprit, hein. On voit un petit peu à quel niveau se passe la satire. Vous allez le corrompre, vous allez lui offrir un emploi, vous allez prendre cet homme à tout faire, vous allez lui offrir un emploi de gardien du parking. Comme ça, on se fait un allié et ça nous permettra de... Voilà. Donc c'est vraiment la logique conquérante, prédatrice, d'invasion, une logique invasive, quoi, hein, qui se manifeste à travers eux. Et donc voilà, conflit sur cette conception-là. Le film continue d'avancer un petit peu des indices autour de ça, parce qu'il y a évidemment les moments avec la petite fille, les dîners entre villageois. Il y a tout un feuilletage de scènes comme ça qui fait que on a presque l'impression que le film change de peau à chaque scène, en fait, hein, qui bifurque tout le temps, même dans un espace assez restreint. Il arrive à se renouveler. Il est assez imprévisible malgré tout. Et on a parlé de ce changement de point de vue. Et là, c'est encore une fois la grande façon qu'a Hamaguchi de ne pas se faire piéger dans un manichéisme, dans un film à discours ou un film à thèse, ce qu'on appelle un film à thèse, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose à nous dire avant même d'avoir commencé, en quelque sorte. C'est que en basculant du côté des start-upers, enfin des agents, appelons-les émissaires de la start-up, on va voir que c'est pas des si mauvais bougres que ça, et que dans le fond ils ont bien conscience de faire n'importe quoi, d'être complètement déconnectés des réalités du terrain. Ils sont eux-mêmes, lui et elle, hein, d'ailleurs, assez fatigués de ce qu'ils font. Ils sont presque à 2 doigts de se laisser séduire par le modèle rural, par un changement de vie, etc. Et donc ça va, voilà, évidemment, complexifier le tableau. Il y a cette scène qui est très belle, elle là aussi, qui est encore un des longs dialogues du film, un de ces tunnels, on pourrait dire de manière un peu péjorative, mais Hamaguchi aime ça, il aime bien s'installer dans les conversations, il aime bien les pousser à bout. C'est la scène en voiture entre les deux, hein, quand ils retournent, etc., où ils vont se livrer. Ça va devenir des personnages beaucoup plus complexes que ce qu'on attendait. Ils parlent même de leur vie sentimentale. Est-ce que tu veux te marier? Pourquoi pas? T'es sur les sites de rencontres et tout. Enfin, on entre comme ça on passe un moment avec eux, quoi. Et il y a une façon d'épuiser la scène, de la mener à un point comme ça assez intéressant. Et puis, le dernier tiers du film, voilà, on l'a vu, c'est le retour au village où là, les termes sont un peu plus mélangés. On a l'impression que cette fois, on est passé du côté de ces citadins pas si salauds qu'on le croit, et les villageois nous apparaissent un peu plus ambigus, un peu plus troubles. D'ailleurs, la violence ne va pas tarder à surgir. Et puis, dans la scène de fin, sont réunis plusieurs éléments dont on a parlé. Je vous avais dit, ces indices qui sont un peu disséminés au cours du film, c'est-à-dire les coups de feu qu'on entend au loin, la question des cerfs, du passage des cerfs, et de leur dangerosité qui est là uniquement quand ils sont blessés, quand on leur a tiré dessus. La petite fille qui, dans ses déambulations, et dans le fait qu'elle est un peu livrée à elle-même quand elle sort de l'école, chose étrange là aussi,
est fascinée par les cerfs, voit les cerfs, elle veut les voir, etc. Et puis à la fin, le conflit larvé qui avait tardé à apparaître, la tentative de corruption de Takumi, qui semble ne pas prendre au début, mais on ne sait pas trop, là encore, c'est un peu flottant. Takumi, il ne se prononce pas tellement, c'est l'homme des bois un peu taiseux. Là encore, ça couve une violence, la violence du conflit qui a été repoussée, retardée, et qui finit par éclater à la fin, dans un final, encore une fois, très ambigu. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir encore une fois beaucoup parlé. Je ne veux pas vous assommer avec mes propos, et je pense que voilà, il y aura plein de lectures du film, il y aura plein de visions possibles. On n'est pas forcément dans un question-réponse, hein, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Il y a Jean-Paul avec le micro ici. Voilà, pour dire ce que vous avez pensé du film, voilà, pour en parler et pour exprimer votre vision. Je crois qu'on a le monsieur là-haut. Qui a envie de couper du bois? Voilà, qui veut couper du bois? Ça m'a donné envie. Hein. Ben oui. Elle est belle, la scène avec le bois. Merci beaucoup de tout ce que vous avez dit. J'ai suivi le film avec beaucoup d'émotion parce qu'il me rappelle un cas que je connais en Afrique où un projet a été réalisé. Et ce projet a eu pour conséquence de priver les gens d'une région de l'eau. Or, l'eau est importante pour leur vie, mais aussi ces gens-là n'ont jamais été à une pharmacie parce qu'ils utilisaient des espèces de plantes. Or, cette sécheresse, ce manque d'eau a appauvri les gens et en même temps, il les a privés de leurs médicaments. C'était les plantes. Et autre chose, en regardant le film, j'ai vu un film il y a un mois qui traite le même sujet. Et ma question, comme vous connaissez bien le cinéma, est-ce que vous pouvez nous dire si le cinéma peut jouer un rôle important pour sensibiliser le public sur les questions de l'environnement, parce que la situation est très grave. Je sais qu'avant, j'ai une formation de juriste, je ne connais pas bien le cinéma. Vous pouvez nous dire, est-ce que le cinéma actuellement joue son rôle qu'il jouait autrefois, qu'il influençait les gens? Donc si beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'auteurs prennent la responsabilité que le climat, que l'environnement est une question très grave qui concerne tout le monde à l'échelon mondial. Merci beaucoup. Pardon, Non, merci monsieur, merci pour votre intervention. Je trouve ça très juste de resituer un petit peu sur la question de l'eau. C'est vrai que c'est la source de vie pour la communauté, la question de contaminer les nappes phréatiques avec... Parce que ce qu'on voit aussi dans cette scène de réunion, c'est tous les non-dits de la start-up, à quel point ils ne disent pas les choses clairement sur le nombre de personnes qui doivent être attendues, la capacité de la fosse septique, tout est un espèce de mensonge, en quelque sorte. Et parce que derrière ça, il y a une gestion à l'économie, c'est-à-dire une réduction maximale des coûts, une compression comme ça des dépenses. Voilà, c'est toute cette logique capitaliste qui ne met pas les moyens dans un projet pour le réaliser pleinement, et qui essaye de grignoter sur tous les coups possibles. Donc ça se dessine aussi. Et le film a une façon très belle de filmer l'eau, parce qu'on la voit dans tous ses états, en quelque sorte. Il y a la neige, il y a le ruisseau, il y a la soupe chaude, la vapeur, il y a tous les états de l'eau, quoi. Tout est prêt. Bon, la neige, tout ça, on voit bien à quel point c'est présent. Après, quant à l'utilité du cinéma, c'est une belle question, c'est une question un peu trop écrasante, je pense, pour moi, parce que j'aurais bien du mal à trancher. L'art, en général, on peut ne pas s'en tenir au cinéma, mais l'art n'a jamais vraiment changé les choses. Malheureusement, on peut dire qu'il change
il touche les consciences individuellement. Hein, mais est-ce qu'il a vraiment transformé les sociétés? Est-ce que on peut avoir pour l'art un projet utilitaire en lui demandant comme ça presque d'avoir une mission de propagande ou d'éveiller les consciences ou ce qu'on veut? Je sais pas. Pour moi, ça intervient dans le champ du sensible et ça se passe dans chaque spectateur en fait, hein, qui, avec un film qui résonne avec son discours ou pas, qui le confronte à des images, à un champ de sensibilité, va peut-être modifier quelque chose. Mais bon, la question est vaste et complexe, donc j'aurais du mal à la rassembler comme ça ce soir. Mais bon, en tout cas. Le film, j'avais parlé de fable écologique, mais et c'est vrai, je pense que c'est ce que dresse Hamaguchi, mais de manière assez intelligente, c'est-à-dire sans faire de la nature une sorte d'idéal, d'Éden, etc., mais en montrant à quel point aussi la nature a des parts sombres, même la nature humaine, il y a une forme d'hostilité, de dangerosité, de dureté, d'âpreté. Voilà, il montre aussi ces choses-là, quoi, sans le problème de beaucoup de fables écologiques, comme on dit, c'est d'idéaliser la nature, c'est d'en faire une espèce d'entité quasiment divine, etc. Et là, le film ne se prête pas à ça. Oui, monsieur, j'ai vu la main se lever, et puis après, madame, j'ai vu aussi. C'est pas grave, je vais prendre, c'est pas grave. De toute façon, j'ai... très bien, Mais oui, en fait, je parle jamais, mais c'est une grande première pour moi. C'est pour vous dire à quel point le film m'a touchée. Vraiment, je suis complètement dans tous mes états. Donc, un grand remerciement pour ce film. Et puis après, j'ai pas forcément une question, mais beaucoup d'associations. Donc, d'abord, à quel point ce film est universel et intemporel, finalement. Et donc, j'ai associé à une histoire, une anecdote qui se joue donc en Amérique du Nord il y a plusieurs siècles, où donc les indigènes qui habitent, donc il y a les conquérants qui viennent, ils veulent acheter la terre. Et le grand sage indigène dit, écoutez, je ne peux pas vous vendre la terre parce que ça ne m'appartient pas. C'est au contraire, c'est nous, humains, nous appartenons à la terre. Donc, vous voyez, c'est une... Et après, en continuant l'association, il y a un autre grand film qui se joue en Sibérie, je crois, Kurosawa, Dersen Ursala. Dersen Ursala. Donc voilà, une autre association qui a à peu près le même sujet. Et en continuant mes associations dans ma tête, si on parle du patrimoine naturel, il y a aussi le patrimoine bâti, qui est mon dada totalement. Donc rejoindre ce que j'ai dit au début, cette question d'universalité et intemporalité. Donc si on regarde pas loin, mais ici, à Douai-la-Barre, c'est exactement le même processus qu'on observe. Je viens de prendre des photos, ils vont détruire des magnifiques maisons, des meulières, parce qu'il y a cette logique capitaliste dont vous avez parlé. Ils vont construire des immeubles sans aucun intérêt, mal fait, voilà, etc., etc. Donc on détruit le patrimoine. Et comment résister? Je pense pas du tout que le cinéma peut faire quelque chose. Alors pas du tout. Mais en revanche, les civils, les mouvements civils, oui. Je vais vous donner un exemple concret et après je termine. Je suis désolée si j'avais parlé trop. Il y a 10 ans, il y avait un énorme scandale en Hongrie, donc je suis hongroise. Il y a une petite, pas le lac Balaton, il y a un plus petit lac donc qui s'appelle Velence, le lac Velence. Et pareil, les investisseurs internationaux voulaient construire un hôtel, donc vous imaginez le projet. Donc, mais en fait, c'était empêché. C'était les gens locaux qui ont réussi à empêcher ce projet, donc sauver ce site naturel. Donc voilà, j'étais un peu longue, pardon. Merci beaucoup. Tiens, il y avait le monsieur juste à côté. Merci. Puis, il y a plein d'exemples récents dans l'actualité. Il y aurait Sainte-Soline, il y aurait Notre-Dame-des-Landes, etc. Enfin, bon, ça résonne beaucoup avec l'actualité. Alors, j'ai également énormément apprécié le film pour toutes les raisons qui ont déjà été signalées, donc je ne vais pas
en rajouter. Je crois que vous avez tout dit et je ne pourrais que rajouter, répéter ce qui a déjà été dit. Alors, juste quand même pour me faire l'avocat du diable, un petit regard critique. Je trouve que la fable écologique est quand même un peu trop poussée. Et moi, le cas du restaurant qui est un peu présent dans le film, un peu trop présent, je trouve que, sans faire de mauvais jeu de mots, il est un peu hors sol. On ne voit pas très bien quels pourraient être les débouchés locaux de ce restaurant sans la clientèle touristique. Donc oui, mais justement des bobos, on n'en voit pas. Et tant qu'il n'y a pas la mise en tourisme, on ne voit pas trop comment ils pourraient arriver là. Et puis les habitants, la communauté est formidable telle qu'elle est décrite dans le film, mais on ne voit pas très bien économiquement quel est leur arrière-plan. Enfin, ça a l'air un peu hors sol, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Voilà, un petit regard critique, alors que j'ai pensé évidemment énormément de bien de ce très grand film, sans doute un des meilleurs que j'ai pu voir depuis 2024. Merci. Ah oui, oui, il y a une réponse spontanée. Les nouilles, c'est très bien. En fait, on sait bien que la restauration, les Parisiens vont faire, je dis un exemple, mais les ruraux, enfin les urbains vont aller leur week-end manger des nouilles à la montagne, hein, ou un plat typique ou une spécialité. Ça se fait beaucoup avec leur voiture ou leur... il n'y a pas que prendre l'avion, il y a ça aussi. Après tout, moi aussi je le ferais, hein, aller manger des nouilles avec de l'eau de source. Hein. Voilà, c'est les nouilles à l'eau de source. Alors, c'est ça qui est... Elles sont préparées avec l'eau de source non modifiée, sinon chauffée, quoi. Et ça donne une saveur. Voilà, ça donne une saveur particulière. Parce que c'est le terroir. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'explications sur... c'est un village, quoi. Et on nous montre aussi le village poétique, mais l'enfant, enfin la petite fille, elle va quand même où il y a les élevages. C'est très court. Et que, oui, avec les vaches. Voilà, les vaches, c'est pas le problème, mais c'est... Il y a les épandages, on voit bien le purin et tout ça. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est intéressant parce qu'on voit toutes les couches du film. Il dit ça, Takumi, pendant la réunion publique. Il dit, voilà, on a aménagé et on a déjà nous-mêmes corrompu. Enfin, voilà, on a transformé la nature de manière... Oui, du moment qu'il y a un humain, c'est transformé. Voilà. Et il dit, ce qui est important, c'est l'équilibre. Il parle il amène cette notion d'équilibre, de trouver le bon équilibre, en estimant, on imagine que l'installation du fameux camping chic, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, glamping, c'est les mots valises pour vendre un camping, quoi. Enfin voilà. Mais là, il nous parle des fosses septiques. En fait, dans les vrais glampings, c'est les toilettes sèches. Mais où mettre les déchets des toilettes sèches? Ça revient à remettre les épandre dans la nature. Et oui, bien sûr. Alors, je précise qu'il y a un détail que j'ai pas dit, ça me vient là comme ça, c'est l'esprit d'escalier. Mais le film n'est pas interprété par des acteurs professionnels. Ce ne sont pas des comédiens professionnels, ce sont des locaux. C'est vraiment les gens du coin, quoi, les gens de la préfecture. Je peux dire une chose. Bien sûr. J'ai l'impression que le début, c'est la fin. On a les mêmes images. Les mêmes lieux reviennent. Donc, ça donne l'impression que pour comprendre, il faut revisionner. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose de cyclique, en effet. Et il y avait une dame, madame, dans les hauteurs escarpées de la salle. Oui, madame, oui. Ah merci pour le passage du micro. Oui, alors, je suis très interpellée par ce film et surtout la fin. Alors moi, j'y vois une dimension mystique et une opposition entre le monde moderne matérialiste ou de mensonges et de profits bassement intéressés, quoi. Et puis ce monde, alors moi je pensais par exemple chez les indigènes en Amazonie, ces croyances par rapport à la nature est habitée par des êtres, etc. Et je suis très interpellée par la fin avec cet enfant qu'on voit devant le cerf blessé. Parce que le personnage principal, moi je le vois un peu comme un chaman, et puis sa fille, elle est habitée par
enfin, elle communique avec, quand on la voit avec les vaches, c'est pas l'agricultrice ou elle a une communication avec eux, quoi, voilà. Et donc la fin, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on voit cet enfant qui est devant le cerf blessé, finalement après on la trouve allongée elle-même blessée, saignant du nez, etc. Et donc, je ne saurais pas bien l'expliquer parce que j'ai pas d'explication, mais j'y vois plutôt une dimension mystique où on oppose le monde bassement matériel, etc., qui ne croit plus en rien d'ailleurs, et puis voilà, un peu comme les indigènes d'Amazonie qui se battent, qui parlent à l'arbre quand ils le coupent, etc. Voilà. Ben oui, c'est vrai que ça a pu être interprété comme ça. Il y a eu des... même dans les discussions, j'ai entendu des interprétations un peu oniriques en disant que voilà, la fin, il y a quelque chose... C'est presque comme une sorte de rêve, une projection comme ça. L'image de la petite fille avec le cerf, c'est presque onirique. Alors moi, ce que je dis... Alors, moi, je voudrais pas dire... enfin en tout cas affirmer que ce qui se passe réellement ou que c'est de l'ordre du rêve, parce que pour moi ce serait fixer trop et je préfère que chacun se fasse sa propre fin. Mais ce que je peux dire en analysant un petit peu la scène, c'est qu'il y a des trous. Il y a des trous, il y a des choses qui manquent. Et pour moi il y a deux choses qui manquent. Il manque une image et une motivation. Alors après, pourquoi Hamaguchi ne les met pas? Pourquoi il a choisi de ne pas les montrer? Ça, c'est la grande question, et je ne pourrais pas y répondre. Mais il manque une image qui est celui du cerf qui fonce sur la petite fille. Parce que grosso modo, le cerf est blessé, on lui a tiré dessus, on vient juste de nous dire dans la scène précédente, les cerfs ne sont pas dangereux, sauf s'ils sont blessés. Bon, voilà, alors on devine. Alors, il y a cette image qui manque, hein, il y a ce trou. Et il y a un deuxième trou qui serait la motivation de Takumi pour faire une clé de bras, enfin une clé, je ne sais pas comment on appelle ça, faire une prise comme ça et étrangler Takahashi. Pourquoi? Voilà, cette motivation-là manque, mais on peut en quelque sorte la combler en retraçant un petit peu le fil de la conflictualité qui les oppose, grosso modo. Hein, voilà, bon. Alors j'ai pas de réponse claire, mais le fait qu'il y ait des trous fragmente la fin et ça donne une impression, oui, presque onirique en fait. Hein, quand on n'arrive pas à connecter comme ça des causes à des conséquences, résulte un flottement qui nous fait presque basculer dans une impression de rêve. Mais la vraie question, et encore une fois, j'ai pas de réponse, ce serait pourquoi ces deux trous, pourquoi ces deux choses qui manquent? Et pourquoi Hamaguchi choisit de ne pas nous les montrer? Bon, je pense l'image du cerf qui heurte la petite fille ou qui lui fiche un coup de corne, dans l'économie d'un film qui est fait avec les habitants, avec les locaux, etc., c'est un peu impossible à filmer en fait. Je crois qu'il suggère au spectateur ce qui se passe. Mais voilà... Oui, ce que vous disiez au début, c'est vrai qu'au début du film, il y a des scènes tout à fait, c'est vraiment cartésien, bien expliqué, ouais, bien détaillé, enfin voilà. Et puis la fin, il y a quand même un flou, il y a même, on est un peu dans le brouillard, etc. Et ce qui est mystique ne s'explique pas, si vous voulez. C'est du ressenti. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'âme du cerf qui est dans l'âme de la petite fille. Hein, oui, mais le mystique n'est pas cartésien, on peut pas l'expliquer, c'est pas scientifique. Hein, voilà. Donc, ce qui explique finalement le début et la fin, un début tout très détaillé, enfin voilà, minutieusement, et puis cette fin comme ça floue où nous-mêmes on reste dans ce brouillard de la fin, quoi. Voilà. Oui, et puis on retraverse les mêmes lieux, hein, au début et à la fin. Il refait même les mêmes plans. Il y a vraiment un effet de boucle, c'est assez saisissant. Et puis pour moi, ça me fait repenser aussi. Il y a des morts à la fin. Voilà, il y a la mort. Même le tout dernier plan, on retrouve les cimes des arbres de nuit, mais cette fois avec au son un homme qui court. Est-ce Takumi, est-ce Takahashi? Bon, vraiment, on n'en sait rien. On est dans le flou le plus total. Mais comme la mort ressurgit à la fin, moi, je repense beaucoup à l'image de la mère qui est en photo chez Takumi. Hein, c'est l'absente, celle qu'on ne verra pas, celle qui n'est pas dans le tableau dès le départ.
Et voilà, il y avait une autre morte aussi, ou une absente. On ne sait pas si elle est morte ou partie, mais en tout cas, voilà, il y a une trame d'absence qui s'installe petit à petit. Voilà, et je ne sais pas s'il y avait d'autres. Oui. Oui, donc vous nous aviez invité dès l'introduction à essayer de trouver des indices. Il m'a semblé que le personnage du maire avait un rôle très important. Déjà, sur le plan politique, on croit comprendre qu'il avait plus ou moins dealé avec les gens de l'agence de communication le fait que la réunion se tiendrait bien. Il a, me semble-t-il, un rôle ambigu parce qu'en cours de réunion, il propose une seconde réunion qui était un moyen peut-être de court-circuiter les autres villageois pour essayer dans un deuxième temps de les faire adhérer au projet. Alors là, je ne sais pas si je fais une mauvaise interprétation. Ou... C'est le maire qui propose une autre réunion? Je ne sais plus. Ils sont plusieurs à la proposer, mais il me semble que c'est lui le premier. Non, c'est quand il va parler aux deux, et après, il explique que comment il s'appelle... que Takumi, c'est à lui qu'il faut... faut le mettre dans sa poche, quoi. Oui, il y a des trucs pas clairs. Alors, de toute façon. Il y a cette première... Ils ont acheté le terrain, donc... Mais comme ils se prévalent comment dirais-je, de l'aval des autorités, l'aval des autorités, je pense qu'il a dû être consulté quand même en amont. Bon, il y a ce doute. Après, il prévient Anna du fait que c'est dangereux de se promener seul dans les bois. Et bon, là, on fait le lien forcément avec les chasseurs. On voit ce squelette de cerf. Donc, on se dit que bon, il y a un rapport avec la mort et que le cerf va jouer un rôle. Et quand il y a la recherche de la petite, le maire est très pensif dans son appartement. Et on conçoit à ce moment-là que la fin est nécessairement tragique. Oui. Et du coup, les images manquantes que vous citiez, à mon avis, elles n'étaient pas nécessaires, puisque dès ce moment-là, on savait que ça finirait tragiquement dans ces conditions-là. Oui, bien sûr. Alors après, dans le détail, on peut interroger chaque personnage. En tout cas, c'est tout le sens on a parlé du changement de point de vue du film. Je dirais que c'est ce que contient ce geste de mise en scène. C'est-à-dire, les positions des uns et des autres ne sont pas si claires. Hein ? Les citadins ne sont pas complètement du côté des citadins parce qu'on sent bien qu'ils tendent comme ça vers une espèce de retour à la vie rurale, peut-être fantasmé, peut-être pas. Et les villageois n'incarnent pas un absolu de la position villageoise parce que on voit bien qu'il y a peut-être des intérêts qui se dessinent, qui sont un peu obscurs, qui ne sont pas bien décidés. Pourquoi Takumi compagnonne comme ça avec ces deux citadins, alors que s'il était complètement décidé que ce truc ne devait pas se faire, il pourrait très bien rompre toute discussion avec eux. Mais bon, ils passent du temps ensemble quand ils reviennent. Bon. On voit bien que les positions ne sont pas si claires de toute façon, qu'il pourrait y avoir des intérêts, qu'il pourrait y avoir ceci, cela. Donc je pense que c'est le sens du film et de la façon dont il switch, dont il bascule au milieu. Quant à la fin, oui, il y a plein d'augures de la violence qui va arriver. Il y a par exemple un plan tout à fait énigmatique, dont on n'aura pas beaucoup d'explications. C'est une branche épineuse avec une goutte de sang. Alors, quoi oui. Est-ce que c'est la fille qui s'est ouvert la main? On s'ouvre la main comme ça avec une... Ouais. Bon, ok. Très bien. Bon, alors, je connais pas la nature. Hein, je viens d'en faire la preuve. Mais voilà. Mais simplement, l'effusion de sang à ce moment-là est aussi un augure de... Hein, il y a une gradation comme ça, petit à petit, vers cet éclat de violence. Et il y a il filme pas. En fait, il filme pas du tout le moment. C'est assez intéressant aussi. Il va pas filmer le moment où cette femme, je me rappelle plus comment elle s'appelle, la deuxième start-upeuse, la deuxième employée, Mayazuma. Le prénom m'échappe, c'est pas grave, il est pas beaucoup cité. Mais il filme pas du tout le moment où elle se blesse.
Il filme après, il montre les effets, les conséquences. Donc ça aussi, c'est une façon assez louvoyante, sinueuse de progresser. Ça nous raconte un petit peu toute la force de suggestion du film, qui commence de manière très descriptive, et puis qui de plus en plus devient subjectif, laisse apparaître des zones d'ombre, creuse le film de galeries souterraines un peu étranges, et finit dans le flou, quoi. Donc il y a tout un parcours qui s'organise à partir de là. Mais voilà, c'est... Je pense que les non-dits s'expliquent par le fait qu'en Asie, il y a beaucoup des non-dits. Ah ouais. Quand vous parlez avec les gens, ils ne disent pas tout. Ils suggèrent. Ou le silence, quelquefois, par le silence, on lance un message, on transmet un message. Je pense, moi, c'est une de mes explications. Ah oui, il y a des rapports sociaux qui sont spécifiques, c'est sûr. Et puis, ce que je vous ai pas dit non plus, ça, c'est ce que Hamaguchi raconte dans les interviews. Et même la compositrice qui est un peu à l'origine de la commande du film, c'est qu'il est venu pendant plusieurs mois sur place. C'est là où les lieux qu'on voit, c'est là où cette compositrice habite. Il est venu pendant plusieurs mois, il a écouté les gens, il a recueilli les histoires, il s'est documenté sur place et il a construit son récit à partir de ce qu'il entendait, de l'expérience des gens, etc. Donc il est resté quasiment 6 mois sur place pour recueillir un petit peu tous ces rapports sociaux aussi et construire son récit à partir de ça. Donc c'est intéressant à savoir aussi. Et c'est vrai que excusez-moi, le seul moment de violence en fait qu'on voit qui est représenté effectivement, c'est les deux hommes en fait à la fin qui sont en train de lui faire une clé, mais effectivement le moment où la fille s'écorche ou le moment où en fait où le cerf va tuer la jeune fille, en fait tout ça c'est pas montré en fait, donc il montre en fait les hommes se battre entre eux finalement d'une certaine manière et pas la violence que la nature est capable d'infliger au fond. Enfin, il me semble. Oui, ça c'est une vraie question. Encore une fois, j'aurais pas de réponse, mais on peut imaginer. Alors voilà, j'ai dit que je ferais pas d'interprétation, mais allez, on peut imaginer que le moment où il le serre par le cou là, c'est aussi parce qu'il sait que le cerf blessé, fébrile, est susceptible d'avoir une réaction, et donc il le retient de trop ça. Voilà, je psychologise, je voulais pas faire ça, mais voilà, c'est aussi des explications qui se dessinent quand on parle du film. Oui, mais le cerf aussi, c'est... le cerf, c'est... métaphysiquement, c'est le mal. Il y a la jeune fille qui s'est piquée, elle reste dans la maison avec le sang. Ah ouais. Elle prend la place, le thé, elle prend la place de la... Oui, c'est intéressant. Ouais. Il peut avoir cette interprétation. Oui, il y a une part de symbolisme sans doute, il y a des choses qui peuvent évoquer comme ça. En tout cas, le film décolle. Enfin, voilà, ce qu'on peut dire, j'ai l'impression en tout cas que peu à peu, le film va décoller d'un strict réalisme qui est réel, qui est installé pendant toute une partie du film. Et puis, on avait dit, la part d'ombre qui se manifeste nous emmène ailleurs. Mais oui. Et le réalisateur, c'est un admirateur de Romer. Donc, Romer, c'était des films aussi qui ne finissaient pas parce qu'il y avait un autre film derrière qu'on attendait. Donc, peut-être c'est la même chose. Oui, il le reconnaît d'ailleurs. Il avait surtout invoqué Romer pour le film qui était sorti avant, qui s'appelait Contes du hasard. Alors voilà. Les contes romériens des 4 saisons, contes moraux, etc. Voilà, c'est vraiment un clin d'œil à Romer. Et puis le hasard, les rencontres de hasard, c'est aussi le destin et le hasard, c'est un peu les sujets romériens aussi. On sentait qu'il lui rendait hommage. Là, dans celui-là, alors c'est marrant parce qu'il y a eu quelques interviews de Hamaguchi et pour celui-là, il cite plutôt Chabrol. Je vous jure, il se réfère à Chabrol, que la bête meurt, les biches, il dit les biches, bon voilà ça. Mais il dit voilà le plan de la cime des arbres, le travelling sur la cime des arbres, il dit qu'il a piqué ça à Chabrol. Alors,
Dans quel film, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Alors c'est les références d'Hamaguchi, hein, c'est assez étonnant. Mais c'est un vrai cinéphile qui est très curieux du cinéma mondial, qui a des références, bon, notamment françaises, mais pas seulement, parce qu'il invoque aussi John Cassavetes pour d'autres films. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît bien, qui regarde beaucoup, qui est très curieux et qui a un goût pour le cinéma mondial. Oui, il y a une remarque que je voulais faire sur la façon de filmer, et ça m'a beaucoup touché au début, en fait, c'est ce côté un peu, ce qu'on appelle le slow cinéma, c'est-à-dire le cinéma par opposition au fast-food, le côté pas au ralenti, mais lent, en fait. Et c'est, alors, dit comme ça peut paraître péjoratif, mais c'est plutôt une qualité dans le sens où moi, j'apprécie en fait le fait justement de ralentir par rapport à comment dire, des modes de narration qui vont trop vite par ailleurs, en fait. Et j'ai trouvé ça très beau, voilà, le moment où effectivement on le voit prendre de l'eau dans le petit ruisseau, ou quand il coupe du bois, justement, je plaisantais tout à l'heure dessus, mais on a un vrai plaisir à voir ça finalement, et il fait durer la scène d'une manière incroyable. Enfin, c'est au-delà du raisonnable normalement dans un film. Et je trouve ça très beau, et ça m'a fait penser en fait à un cinéaste que je crois que tu apprécies aussi, qui s'appelle Tsai Ming-liang, parce que dans son dernier film, dans Days, je trouve qu'il procède un peu de la même manière, avec un tout autre sujet évidemment, mais il prend le temps de montrer un personnage en train de cuisiner, ou des choses en fait très très simples, mais qu'on prend le temps de regarder en fait, et puis avec une vraie attention à la lumière, etc. Et rien que ce geste-là, je trouve ça déjà très fort, en fait. Je veux dire, c'est déjà presque politique, en fait, d'aller là-dedans, quoi. Voilà. Ouais. Oui, mais je crois aussi, et je pense que c'est extrêmement cohérent avec ce qu'il dessine dans ce film, en fait, hein, c'est-à-dire le respect, la préservation d'un lieu et de son environnement, qui est un petit peu l'enjeu du récit, avec toutes les ambiguïtés qu'on a pu dire. Mais qu'est-ce que c'est que le respect de l'environnement à l'échelle d'un film? Eh ben, c'est quand on fait un plan, essayer de respecter au maximum l'unité de l'espace. Ne pas trop découper, parce qu'on essaye de condenser l'espace dans un film. Essayer de respecter la pulsation du temps aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que la continuité d'une action? Quand on coupe le bois, voilà, on pourrait montrer lui avec la hache et puis passer à autre chose. Mais non, c'est pas l'action, ça, parce que il s'agit pas de montrer le coup de hache. Il faut montrer ce qu'on fait après, ramasser le bois, l'emmener avec la brouette, tout ce que ça implique. Hein, et puis après, on fume une clope. Et ça, c'est une espèce de respect du temps, respect de l'unité, respect du temps, respect du personnage qu'on filme aussi. Pourquoi? Parce que on va le filmer en pied dans un plan large, c'est-à-dire en rapport avec son environnement, et non pas découper ses actions, la main qui coupe, la goutte de sueur sur le front, puis je souffle parce que j'ai fait un effort, puis non, on le filme en pied parce que c'est la personne humaine, voilà, et on va l'inclure dans le cadre, et on va d'abord décrire ses actions, voilà, décrire ses actions, ce qu'elles impliquent, ce qu'il fait dans la journée, et pourquoi lui aussi, parce que c'est ça que le film raconte. Comment lui est tellement absorbé dans ce qu'il fait qu'il en vient à oublier un peu son rôle de père et l'heure d'aller chercher sa fille à l'école. Mais voilà, tout ça, ce sont des gestes de mise en scène. C'est pas juste des positions de principe comme ça en disant « Ah, on va faire un film écolo et tout ». Non, pas du tout. Ce sont des gestes qui sont en accord avec ce qu'il veut dire, nous montrer, etc. Et le coup de faire durer, le coup de... l'intention de ne pas trop couper, l'intention de respecter la continuité d'une action. Eh ben c'est peut-être pour ça que le film a cette lenteur, c'est parce qu'il n'est pas guidé par des objectifs d'efficacité. Il est guidé par autre chose, par une espèce de
de proportion de la mise en scène avec ce qui est filmé. Essayer de trouver la juste proportion avec les choses filmées, avec le lieu filmé, avec les êtres filmés. Et je pense que c'est plus ça qui guide Hamaguchi que de se dire bon bah le spectateur a 3 secondes d'attention disponible, donc il faut que je coupe toutes les 3 secondes pour lui montrer autre chose, et comme on fait dans une série Netflix, quoi. Donc bon, je caricature bien sûr, mais voilà, en effet, je suis d'accord. Le début du film a un effet un peu comment dire, un peu pas choquant, mais en tout cas, voilà, on est arraché au rythme habituel audiovisuel, au flux dans lesquels on est plongé tous les jours. Et c'est vrai que les plans semblent durer plus que de nature, mais justement parce que ils sont dans des rythmes, dans des cycles, dans une pulsation qui est peut-être beaucoup plus naturelle que des constructions narratives artificielles. Donc, c'est vrai, le rapport avec Tsai Ming-liang... Ouais. Ça nous force à regarder, je veux dire, comme tu dis, quand il coupe sa bûche, en fait, il en fait une deuxième, une troisième. Du coup, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, donc on finit par regarder des petits détails, des petites choses. Ça, comment dire, ça nous met dans une position, finalement, où ça nous fait travailler, nous, en fait, aussi. Il n'est pas le seul à faire ça, hein, mais c'est très beau, quoi, je trouve. Bah, c'est descriptif, quoi. C'est-à-dire qu'on a une scène et que libre à nous de fixer notre attention sur tel ou tel détail, mais on va montrer un homme qui coupe du bois dans son environnement. C'est pas complètement inutile d'ailleurs, parce que moi je trouve ça vraiment formidable. Parce que faut qu'on s'imagine ce que c'est de filmer ça. C'est-à-dire le moment où Takahashi va revenir avec sa collègue. Et il va vouloir lui aussi couper du bois. C'est pour ça qu'on voit le coupage de bois au début. Hein, c'est parce qu'il va vouloir le faire lui-même. Il va vouloir prendre la hache. Mais ce qui est montré, enfin, c'est à la fois 3 fois rien et c'est en même temps assez miraculeux. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut décider au scénario comme ça. C'est-à-dire le fait que d'abord il se plante, Takahashi, il n'y arrive pas, il tape à côté, il coupe un bout d'écorce et tout. Et c'est sur les indications de Takumi qu'il arrive finalement à couper la bûche. Mais rien que cet événement-là, c'est du réel, ça ne peut pas se contrefaire, c'est pas un artifice de mise en scène. C'est en plan séquence, hein, je crois. C'est en plan séquence, c'est pas coupé, donc ce qu'on voit, ils le font vraiment. Donc il se plante vraiment et il arrive à la fin. Je veux dire, c'est attesté par ce qu'on voit. Voilà, c'est quasiment rossellinien, quoi. C'est-à-dire, c'est le néoréalisme, c'est filmer l'événement, quoi. Alors c'est un tout petit événement, couper du bois, on peut dire ça, mais ce n'est pas un truc de mise en scène. Ce n'est pas un accessoire, c'est pas du décor, c'est pas un effet spécial. Ça se passe vraiment. Voilà. Alors bien sûr, fondu dans une histoire, dans une fiction, etc. Mais alors, c'est pour ça que ça prend une dimension. Et c'est pour ça qu'on comprend Takahashi quand il dit « Purée, ça fait du bien ». Ben ouais, parce qu'on a senti concrètement, on a vu concrètement à l'écran ce que c'était de couper du bois, c'est-à-dire un rapport à la nature, quoi, tout simplement. Oui, donc c'est une forme d'initiation. Donc ça a cette dimension-là, plus que de couper simplement du bois. Oui, mais sûr. Moi, je sens plus la position de Takumi comme initiateur. Il montre l'esprit de la forêt, il montre l'esprit de la nature, comme pour entre guillemets, les convertir à sa cause. Et je le sens pas trouble de mon côté. Ah, mais bien sûr, non mais oui, je voudrais pas. Moi, je veux pas fixer une interprétation en particulier. J'ai posé des repères dans le film. Non, ce que je voulais dire sur la scène de couper du bois, c'est qu'il faut s'imaginer un petit peu ce que ça aurait été dans du cinéma narratif de base ou dans une série. Bon, dans une série, on aurait filmé le plan où il arrive à le couper. Et on aurait gardé ce plan en faisant des raccords regards, en coupant un petit peu. Et à la fin, bam, on balance le plan où il réussit, parce que finalement, c'est ça. Et on aurait eu cet artifice au début où il se plante, etc. Mais ça aurait été beaucoup plus découpé. Hein, parce que, en fait, ce qui compte, c'est le moment où il y arrive à la fin. Alors que là, comme il ne coupe pas, comme c'est un plan unique, un plan séquence,
eh ben, c'est soumis aux aléas de est-ce qu'il va y arriver ou pas, en quelque sorte. C'est-à-dire que tout se fait en une fois. C'est pas du tout découpé, morcelé, et on va garder le bon moment, un peu récompense pour la fin. Pas du tout. Voilà, ça se passe. Il aurait pu essayer 15 fois s'il n'avait pas réussi. Ouais, je veux dire, c'est un espèce de moment unique qu'on a sous les yeux. Et ça peut être qu'une prise unique, en fait. Enfin, bon, sans mauvais jeu de mots, mais voilà, c'est la magie de la prise, quoi. Voilà, c'est ça aussi le réalisme du film et le choix de ne pas découper, de ne pas morceler. Enfin, découper, c'est marrant parce qu'on parle de découper du bois. Et justement, le film, lui, ne découpe pas. Alors là, on pourrait échafauder des trucs. Mais voilà, ça nous parle aussi un petit peu de ce style Hamaguchi qui est très attentif à respecter l'action, garder une unité, et puis ce qui se passe, ben, les acteurs le font vraiment. Alors je dis pas qu'ils s'étranglent vraiment à la fin, etc. Alors, pas du tout, mais là c'est pas du chiquet de couper du bois, c'est un vrai geste, c'est une vraie action, et le film le montre vraiment. Ben, merci d'avoir écouté jusque-là, d'être resté, merci beaucoup. Merci Mathieu, et puis donc pour la dernière intervention du mois de juin, surprise. Voilà, on sait pas encore. Surprise, on ne sait pas encore. Il y a un suspense, ce sera le film surprise pour le mois de juin, mais ce sera bien. Voilà.